Ah, ça fait si longtemps que je n'ai pas tourné. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de review de film. Enfin, ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas vu. Petit rappel, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner en cliquant par ici. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur les films que j'ai vus dans le mois, tout simplement parce que j'avais une grosse vidéo à faire et cette grosse vidéo, elle est sortie, elle est là, j'espère qu'elle vous plaît et surtout si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, ça dure 1h15, c'est un petit peu long, mais partagez par-dessus tout, partagez. Bon, du coup, on va voir absolument tous les films que j'ai vus depuis le dernier mois, à savoir le mois de mai ou de juin, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de films, j'ai vu 29 films depuis tout ce temps. Ouais, je sais, j'aurais pu faire 30 pour faire bien. Alors vu qu'il y a beaucoup de films à chroniquer, je vais aller très vite sur les films où j'ai pas grand chose à dire, et un peu plus longtemps sur les films où j'ai un peu plus à dire, mais en tout cas, voilà, pour la plupart, je vais essayer d'aller relativement vite. Hirune Hime, c'est un film d'animation japonais qui est sorti un peu dans l'ombre, il n'a pas énormément marché ou quoi que ce soit. C'est un film qui est sympathique mais sans plus, il manque beaucoup de choses assez cool qui pourraient nous emporter. Le problème c'est que il y a une cohérence d'univers qui est pas forcément maintenue. C'est pas forcément le film le plus, on va dire, qui nous emporte le plus dans son univers parce que juste il est pas tout à fait cohérent. On a l'histoire d'une fille qui du coup rêve de beaucoup de choses et ses rêves vont se mêler à sa vie réelle et c'est ce qui va lui permettre de démanteler tout un truc autour d'affaires un peu bizarres, etc. Elle va retrouver son père notamment, etc. Enfin non, pas son père, son grand-père, enfin bref, ça part un peu n'importe où, mais en tout cas, c'est sympathique, c'est joli, c'est très très joli, mais ça part pas très loin. C'est pour ça que j'ai mis une note comme celle-ci. Les films que j'ai vus ensuite, c'était pour me préparer à l'avant-première de Wonderland. Pourquoi je me préparais à voir Wonderland? C'est parce que j'avais vu aucun film de Keiichi Hara. Et pourquoi je voulais autant me préparer aussi? C'est parce qu'il était de passage à Grenoble. Donc franchement, autant vous dire que voir un réalisateur d'animation japonais à Grenoble, voilà, ça donnait envie quoi. Du coup, j'ai vu Un été avec Kou, un film émouvant, un film très très cool, un film qui passe vraiment par plein d'aspects. Le design est un peu étrange, ce réalisateur a un style de dessin très particulier, très à lui. Au final on s'y fait, mais c'est juste que les personnages ont pas vraiment une image qui nous attache, une image qui fait de ces personnages des personnages forts. Ils sont relativement banals, un peu comme certains personnages qu'il y avait à l'époque, notamment je pense à l'époque de Il était une fois la vie. C'était des dessins très ronds, très, très simples, on va dire. Mais l'histoire est belle, l'histoire est cool parce qu'on a un mélange avec du fantastique qui marche très bien. On a un personnage, le personnage du Kappa qui est vraiment très très attachant, qui nous donne vraiment envie de le suivre. Je mettrais par contre un petit bémol pour une chose, mais ça j'en parlerai avec les autres films que j'ai vus du réalisateur parce que ça se retrouve dans ses autres films aussi. En tout cas, Un été avec Kou, c'est très bien, je lui ai mis cette note et pour moi il le mérite largement parce que c'est pour moi un très bon film malgré son défaut que j'expliquerai du coup avec son prochain film, notamment aussi Colorful. Colorful, c'est donc son deuxième film avec l'histoire d'un enfant qui se retrouve réincarné dans le corps d'un autre enfant, ou en tout cas un humain qui se retrouve réincarné dans le corps d'un autre enfant. Et du coup, il va devoir comprendre pourquoi il se retrouve dans ce corps-là, il ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, et ça va l'amener à comprendre certaines choses, et je pourrais pas en dire plus parce que c'est ce qui est intéressant avec le film. Ce film est aussi très beau, très émouvant. On a un personnage de l'enfant auquel on s'attache, même s'il est un peu tête de mule, et même si voilà, il y a des moments où moi au contraire il m'énervait plus qu'il m'attachait. Mais c'est un film
qui nous touche en plein cœur pour beaucoup de choses. Si on a été enfant, on peut ressentir, enfin si on a eu une bonne enfance, on peut ressentir ce genre de choses, ce genre de moments où on se cherche, où on ne sait pas vraiment qui on est. Les personnages de toute la famille sont très attachants et c'est ça vraiment qui me plaît en fait, c'est que il y a une cohésion familiale, enfin pas vraiment ça, mais c'est juste que on se sent proche de cette famille, on aimerait comprendre pourquoi cet enfant ne s'y sent pas à sa place alors qu'ils font absolument tout pour qu'il se sente bien. Ce film, je lui ai mis aussi une très bonne note, mais pour moi, il a le même défaut que Un été avec Kou, à savoir que Keiichi Hara, et c'est le cas aussi pour un peu moins, mais aussi un peu pour ses deux autres films, c'est pour moi un réalisateur qui n'arrive pas à faire des bonnes fins. Je m'explique. Dans Un été avec Kou, on arrive à la scène finale, je vous l'explique pas vraiment pour pas faire de spoil du tout, mais en gros on a une scène finale majestueuse avec des effets incroyables, etc. Avec un sauvetage, je vais pas en dire plus, mais bref. Et puis on a après une demi-heure littéralement de film, après cette scène incroyable, une demi-heure de film qui sont vraiment très plates, qui sont juste là pour faire un épilogue et qui, ouais, on se dit bon bah c'est comme ça que ça finit, ok, mais c'est chiant, enfin là c'est un peu chiant, honnêtement, tu nous aurais arrêté sur la scène d'avant, enfin sur le tronçon d'avant, ça aurait fait pareil. Un été avec Kou, c'est un film de 2h30 et la dernière demi-heure est pour moi pas inutile, elle est pas inutile, elle est juste lente et n'apporte pas forcément grand chose. Donc je trouve que c'est pas forcément un gros défaut, mais je trouve que c'est une erreur qui pour moi me bâcle un peu le film. Et c'est pareil pour Colorful, on a une scène à table, la plupart des gens savent de quelle scène je parle si jamais je leur dis ça à propos du film. Colorful a cette scène à table qui est extrêmement forte, extrêmement touchante, qui nous touche vraiment à fond. Et puis après on a un épilogue de 15-20 minutes sur oh là là, je me suis retrouvé, etc. Et on le voit parcourir un peu d'endroits, etc. qui ne sont pas forcément utiles à l'intrigue. Et c'est ce qui m'a dérangé dans le visionnage de Colorful. Mais vous voyez quand même que j'ai mis 2 bonnes notes, ça reste quand même que ces films sont très bons, mais voilà, il y a pour moi ces fins, ces 2 fins qui sont pas très intéressantes. Ensuite du coup j'ai vu son film suivant, à savoir Miss Hokusai, et j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai trouvé le film assez plat. C'est une sorte de biopic autour de la fille de Hokusai, et c'est vrai que j'ai pas trouvé le film très emballant, j'ai trouvé le film assez joli, mais à part ça, il n'a pas grand chose à m'offrir. Je sais pas vraiment ce qu'il veut me dire au final ce film, je sais pas vraiment ce que je devais y voir. Il y a la fille du personnage principal qui est très attachante, mais à part ça, j'ai trouvé le film assez plat, sans vraiment de scènes grandiloquentes, sans vraiment de scènes qui marquent vraiment, et c'est bien dommage parce que le film m'avait plutôt intrigué quand je voyais l'affiche, quand je voyais l'histoire, etc. C'est un film assez court en plus, et franchement, ouais, très bof et très dommage parce que j'ai pas vraiment accroché. C'est très joli, c'est une histoire qui paraît un peu longue d'ailleurs, parce que Un été avec Kou et Colorful c'était un peu long, mais j'ai pas senti trop passer, sauf la dernière demi-heure. Mais Miss Hokusai c'est 1h30 et j'ai senti l'1h30 passer, voire un peu plus. Donc ce qui fait que malheureusement je le mets pas dans mon cœur. Et je trouve que c'est le moins bien réussi de ce qu'il a fait. Et c'est assez dommage, même s'il y a l'histoire avec la fille, la femme qui a un esprit qui lui sort de son corps, etc. C'est assez marrant, ça. Enfin, c'est assez marrant, c'est assez marquant, ça. Mais à part ça, pas vraiment retenu. Et du coup, j'ai vu Wonderland. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Makoto Shinkai, je parlais de Voyage vers Agartha comme étant, on va dire, le tournant de Makoto Shinkai vers un grand public et qui du coup ne lui ressemblait pas vraiment. Ici c'est pareil, je trouve que Wonderland est un film avec une trame narrative trop simple par rapport à ce que fait Keiichi Hara habituellement,
Je trouve que c'est une belle aventure, pour autant je trouve que c'est très très bien fait, j'ai l'impression de me sentir dans un Ghibli assez sympa, une aventure très belle avec des personnages attachants, avec des décors incroyables, avec un univers incroyable, avec des... ouais, j'ai déjà répété, mais des personnages très attachants, vraiment je le redis. Mais voilà, pour moi ce n'est pas un film de Keiichi Hara, c'est un film que Keiichi Hara a fait pour toucher un plus grand monde, que Keiichi Hara a fait parce qu'on lui a demandé de le faire, notamment dans l'interview où j'étais présent, il a dit, on lui a demandé, c'était un enfant qui demandait ça, il lui a dit « Pourquoi est-ce que vous avez fait ce film ?» C'est une question très innocente posée par un enfant. Et il a répondu parce que je suis un réalisateur professionnel, et quand on me demande de faire un film, je le fais. Et ça pour moi, ça montre bien que ce n'est pas un film de lui, c'est un film réellement qui vient de production, qui vient d'une demande, et en gros on lui a demandé de réaliser ça. Et il a répondu notamment qu'Un été avec Kou était vraiment le film qu'il avait envie de faire. Et ça se ressent parce qu'Un été avec Kou, pour moi, est le film le plus abouti de sa filmographie. Mais Wonderland, ce n'est pas un mauvais film pour autant, les images sont incroyables, il y a des scènes incroyables dans ce film, et il n'y a pas ce défaut de fin dont je parlais tout à l'heure avec Un été avec Kou et Colorful. Miso Kusai avait aussi un petit peu ce défaut, mais il était beaucoup plus étendu, vous voyez ce que je veux dire. Mais Wonderland, voilà, a de très belles choses à offrir, avec, même si c'est un méchant assez prévisible, ça reste un film qui nous accroche, qui nous attache à ses personnages et qui nous emporte dans son aventure de bout en bout, du début à la fin. Et ça c'est très bien, donc pour moi il mérite tout à fait sa note. Donc voilà mon bilan de Keiichi Hara, c'est que c'est un réalisateur très bon, qui peut faire de très belles choses. Un été avec Kou et Colorful sont pour moi ses meilleurs films, mais qui ces dernières années soit se perd, soit n'a plus vraiment d'idées et du coup se contente de faire ce qu'on lui demande de faire. Même si ce n'est pas mauvais pour autant. Wonderland pour moi est très sympa. Ensuite du coup j'ai vu Marie et la fleur de la sorcière. Quelqu'un m'avait mis en garde par rapport à ce film en me disant franchement c'est pas top, hein, c'est pas tip top, la fille est très désagréable ou quoi que ce soit. Et je ne peux que approuver quand même pour pas mal de choses. Marie et la fleur de la sorcière pour moi c'est un Yonebayashi tristement pas terrible, voire pas bien du tout. On suit un personnage qui ne sait pas vraiment où elle va, n'est pas vraiment très intéressante. On suit une histoire qui nous montre un univers de ouf, mais qui n'en fait rien. On nous donne une trame avec des fleurs, etc., qui peuvent faire plein de choses, etc., mais on n'en fait rien non plus. Et c'est bien ce qui me dérange avec ce film, c'est qu'il y a des effets visuels incroyables, il y a une production comme il a pu faire dans Arrietty ou dans Souvenirs de Marnie qui permettent énormément de choses, mais il ne se passe rien dans ce film. Et c'est bien dommage parce que c'est une histoire que j'ai l'impression d'avoir déjà vue, c'est une histoire qui est assez malmenée, nous montre beaucoup de choses pour n'en faire rien, et c'est ce qui me dérange le plus avec ce film. Donc je lui ai mis une mauvaise note, vous voyez ça. Les petits points que je lui ai donnés, c'est surtout parce que on a quelques petits moments de gloire et une beauté visuelle assez cool, mais pour moi ce n'est clairement pas un bon Ghibli. Il y a un bon Ghibli, c'est pas un Ghibli, c'est un Yonebayashi, mais comme Yonebayashi était chez Ghibli, je le compte là-dedans, mais c'est pas le cas en tout cas. Mais voilà, je lui mets une mauvaise note parce que pour moi, il ne fait pas partie des œuvres d'animation japonaises qui sont intéressantes et qui donnent envie. Il y a des gens, ils m'ont dit ouais mais les jeunes enfants peuvent aimer. Mais les jeunes enfants, ils aiment bien aussi les bons films, ils aiment les trucs comme Château dans le ciel, etc. Donc voilà, je ne le conseille pas parce que pour moi, il est pas du tout efficace et il n'est pas réussi. Dommage. Bon, je disais que j'irais vite, mais je suis resté quand même pas mal de temps à parler de Keiichi Hara et finalement pas mal de temps à parler de Marie et la fleur de la sorcière. Là, on va entrer dans un sujet qui me fâche un petit peu et qui va vous fâcher aussi parce que je fais partie d'un de ceux qui n'ont pas du tout apprécié ce film, et je vais en parler du coup un petit peu plus longtemps pour expliquer pourquoi. Il s'agit des Enfants de la mer. Oh oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est le 2001 de l'Odyssée de l'espace, version de la mer, etc. C'est un film incroyable, visuellement fou, etc. C'est un film que l'Ermite Moderne a conseillé, donc forcément c'est un très bon film, etc. Mais rappelez-vous une chose, la plupart des gens l'année dernière ont conseillé à mort
J'adore Moutafoukaz. Moutafoukaz. Oh là là, Moutafoukaz. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien Moutafoukaz? Non. Moutafoukaz, c'était un film qui se donnait des airs de film, on va dire d'animation pour adultes, mais qui au final n'était qu'un film assez banal, pas terrible, qui n'avait pas grand-chose à donner, à part une animation sympathique, etc. Mais une histoire pas très entraînante, avec des personnages pas très entraînants non plus. Bref, je m'étalerai pas sur Moutafoukaz, mais je devais trouver le film assez plat. Les Enfants de la Mer, c'est un film que je trouve visuellement sublime, même si mon côté chieur va dire que le dessin des visages est pour moi un peu étrange, c'est un style particulier, mais là c'est plus un goût. Par contre, visuellement, ouais, c'est quand même assez vénère. Mais quand les gens me disent que 2001 de l'Odyssée de l'espace, Les Enfants de la Mer, c'est 2001 de l'Odyssée de l'espace version animation japonaise, Les Enfants de la Mer, etc., je ne suis absolument pas d'accord. Parce que 2001 de l'Odyssée de l'espace te place un univers qui te prépare à ce qui va arriver à la fin du film de 2001 de l'Odyssée de l'espace, avec la fameuse scène psychédélique et métaphysique, etc. Il te prépare à ça, il te prépare à ce que tu vas voir. Et donc, tout le long, tu es dans un mood qui te fait que tu es vraiment en train de te dire je suis dans un film sensoriel. La première partie du film avec les singes te met dans une ambiance particulière, la deuxième aussi, et la troisième aussi, et la quatrième aussi du coup si tant est qu'il y a vraiment une quatrième partie, mais moi je considère que la dernière partie du film est une quatrième partie. Les Enfants de la Mer te placent un personnage qui arrive à rencontrer des personnages qui sont des personnages qui sont exploités par d'autres personnages. On va apprendre du coup qu'ils veulent faire des expériences sur ces personnages-là, et ça s'arrête là. Et c'est bien le problème du film, c'est que il te met en place des choses avec, je pense, moi quand je vois un truc comme ça, c'est notamment un univers avec un personnage qui va essayer de sauver les enfants de la mer parce que ils vont être exploités par des gros méchants, machin. Je sais que c'est cliché, mais malheureusement, c'est comme ça que nous prépare le film, c'est comme ça que nous amène le film. Et quand on arrive à cette fameuse scène psychédélique qui est magnifique, mais sans vraiment sens, et ben moi là, je suis juste en train de me dire, ouais, mais film, donne-moi l'histoire, explique-moi ce que tu veux me dire. Et puis, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mais la scène finale, elle change tout, elle te fait comprendre des choses sur l'univers, sur les métaphores, le machin, etc. Et les métaphores, s'il y en a, ça veut pas dire que c'est bien, hein. S'il y a des métaphores et que le propos du film se cale uniquement dans les 20 dernières minutes du film, mais que ce que tu as vu avant ne sert à rien, je suis désolé, ça n'est pas un bon point. Notamment, il y a un truc tout bête. Pour moi, un réalisateur, quand il me montre des choses, c'est que ces choses veulent me transmettre quelque chose, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des métaphores, au niveau de quelque chose qui veut me transmettre à travers l'image. Dans le film, au début du film, donc je spoil pas vraiment, la fille se blesse au début au sport, elle se blesse au genou, enfin en tout cas à la jambe. Quand elle se blesse, du coup, elle a une égratignure qu'on voit plusieurs moments dans le film, et justement, on cadre ses jambes pour lui montrer son égratignure, pour voir qu'elle est mal dans sa peau. Malheureusement, le réalisateur n'en fait rien. À quoi ça sert de nous montrer plusieurs fois le plan de son genou écorché si au final il n'en fait rien? Vous allez dire que c'est un détail, mais pour moi ça n'en est pas, c'est pour moi le problème du film, c'est que il se perd totalement. Visuellement il y a des trucs géniaux, je le répète, le film est visuellement époustouflant, vraiment. Je l'ai vu en avant-première dans une salle de ciné avec un écran incroyable, un son incroyable, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, c'est pas parce qu'il y a des belles images que j'ai été emporté. Je peux être emporté dans des films sensoriels, des films métaphoriques, des films un peu comme ça. Je vous ai montré cette année 2001 de l'Odyssée de l'espace et Un grand voyage vers la nuit. Un grand voyage vers la nuit, c'est quand même le film où l'histoire vous la comprenez pas au premier visionnage et c'est pas grave parce que vous êtes emporté dans un méga trip un peu rêve onirique, etc. qui m'emporte. Ici, le film ne m'a pas préparé à ça. Ne m'a vraiment pas préparé à ça. Ce qui fait que du coup, j'ai vu ce film et je me suis dit, les gens qui trouvent des métaphores là-dedans, c'est des gens qui se disent « Oh là là, j'ai trouvé des métaphores dans un film, donc c'est intelligent, donc c'est un bon film. » Je suis désolé de le dire, mais
Non, c'est un film qui, je pense, va diviser. C'est un film qui, je pense, aux cinéphiles vont se dire « Ah, ça, c'est intéressant, mais putain, il m'a préparé... » Enfin, c'est justement ce que je dis, c'est « Il m'a préparé à des trucs pour qu'au final, ça ne serve à rien. » Et c'est bien dommage. Parce que Les Enfants de la Mer, ça aurait pu être un film assez intéressant, un film assez cool. Il y avait toute une histoire avec une météorite, etc. Oh putain, il y a une image que j'arrive pas à me sortir en tête. Si je vous fais « Non, ne mange pas la météorite ! Non, ah, je me bats contre toi ! Ah, tu redeviens un bébé ? Bah vas-y, mange la météorite !» Voilà, ça c'est pour les gens qui ont vu le film, mais pour moi, cette scène n'a absolument aucun sens dans cet instant métaphysique, on va dire, etc. Et puis elle devient l'univers, juste n'importe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux bien qu'on donne des métaphores, mais faites-en quelque chose de ces métaphores. C'est ce qui m'a gêné dans ce film, vous voyez. Donc ce film n'a pas le droit à une note meilleure que celle-ci, tout simplement parce que je trouve le film... je vous ai expliqué exactement tout ce que je trouvais sur le film, et pour moi les seuls points qui récupèrent, c'est parce que visuellement c'est époustouflant, et que malgré tout ça peut emporter un petit peu certains. Mais non, pas Les Enfants de la Mer, s'il vous plaît. Le film que j'ai vu juste après, c'est Maquia. Oh là là, Maquia. Et là, les gens vont dire « Oh là là, il a pas aimé Les Enfants de la Mer, mais il a aimé Maquia. » Oui, mais Maquia tient son propos du début à la fin. Bref, on va pas retourner sur le débat Les Enfants de la Mer, je n'ai pas aimé, point. Maquia, c'est un film qui, à la base, ne sortait qu'en DVD, VOD, Blu-ray, etc. Et j'ai pu le voir au cinéma, parce qu'il faisait une séance exceptionnelle au cinéma, et je suis bien content de l'avoir vu au ciné. Alors, c'est un film qui a une grosse thématique sur l'amour maternel. Donc c'est un film qui, je pense, ne peut pas toucher forcément tout le monde. C'est un film qui brasse toute une histoire autour d'une mère qui va devoir adopter un enfant contre son... Enfin, pas vraiment contre son gré, mais qui va protéger un enfant qu'elle a trouvé dans une bataille qui vient d'être arrivée. Et du coup, elle va... comme elle ne peut pas vieillir, parce qu'elle est d'une race qui vieillit, en tout cas très lentement, très lentement, elle va voir son fils grandir, et même presque plus loin que ça. Et c'est bien un truc assez horrible dans le film, c'est le propos. Vous avez la mère qui vieillit lentement, le fils qui vieillit normalement, et du coup elle va voir plusieurs générations se passer. Et c'est un truc qui touche vraiment. J'ai trouvé le film très beau, j'ai trouvé le film visuellement intéressant, même si avec beaucoup moins de budget que ne peut l'être Le Mari et la Fleur de la Sorcière et Les Enfants de la Mer par exemple. Mais malgré tout, il est assez réussi, il est assez beau. Et c'est le même réalisateur ou la même réalisatrice que June et la Voix du Cœur, faudra que je le voie ce film, mais il avait l'air très intéressant aussi. Maquia, c'est un film qui suit une narration simple, entre guillemets. Il y a quelques trucs un peu compliqués, mais à part ça, c'est une narration qui se suit très bien, qui se suit très facilement, et où la réalisation sert complètement ce qu'on veut nous transmettre, à savoir qu'un personnage vieillit plus qu'un autre. Notamment, on passe d'une scène à une autre, d'une scène de vieillesse de l'enfant à une autre, enfin en gros on va le voir jeune à un moment, puis ado à un autre moment, mais en une fraction de seconde. Et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, parce qu'au final, ça nous fait comprendre que le temps se passe très vite pour les personnages humains, mais nous on est du point de vue des personnages qui ne vieillissent pas très vite. Et du coup, ça marche très bien au niveau de la réalisation. Je lui mettrai un petit défaut, c'est que c'est un film un petit peu tire-larme, ça pleure, même s'ils ont réussi à me faire pleurer à un moment quand même. Forcément, après tout ça, il y avait beaucoup de choses à voir dans ce film. C'est assez dense comme histoire, même si elle est relativement simple comme je l'ai dit. Donc pour moi, ce film, je vous le conseille, je le trouve très sympa, très beau, même si le chara-design peut rebuter au début parce qu'il est un peu simplet, mais il marche bien. On a une histoire avec des dragons, avec tout un univers médiéval fantastique qui marche, qui fonctionne, et du coup, je vous le conseille, je lui ai mis une petite belle note comme celle-ci, et du coup, allez le voir, c'est très cool.
achetez-le en DVD ou en VOD, tout ce que vous voulez. Mais bref, achetez-le. Bon, je me rends compte que je parle un peu trop, donc on va essayer d'aller vite sur les films suivants. J'ai vu Orange Mécanique. J'ai mis du temps à le voir, c'est une amie qui me l'a montré et j'ai trouvé le film très très cool. C'est le deuxième film de Kubrick que je vois et effectivement, il a une manière de cadrer avec des grands angles, etc. Une fascination pour les grands angles qui marche du feu de Dieu, ça fonctionne de ouf. L'histoire ne m'a pas tellement emballé, mais elle fonctionne, elle est très très cool. Il y a une scène qui m'a coupé le souffle quand ils lui mettent la tête dans l'eau là, mais j'ai pas trouvé le film hyper emballant, enfin ça m'a pas hyper attaché, je suis pas hyper attaché à des personnages un peu étranges comme ça, et puis je crois que j'ai un problème avec l'anglais ancien, ça fait cliché dans ma tête, alors que ça ne l'est pas du tout, mais j'en verrai plus des films anglais anciens pour essayer de me réparer un peu ça, parce que notamment j'ai vu Douleur et Gloire que je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, Douleur et Gloire, j'aimais pas trop la sonorité espagnole, et finalement, j'ai réussi à l'apprécier. Bref. Donc Orange Mécanique, très très bien, je vous apprends rien, et du coup on passe au film suivant. J'ai vu So Long My Son, il y a pas mal de gens, de critiques cinéma qui en ont parlé en bien, je trouve que c'est un excellent film, mais il faudrait que je le revoie. C'est un peu comme Une pluie sans fin, c'est un film que j'ai du mal à noter, j'avais du mal, après mon premier visionnage, à me dire est-ce que j'ai vraiment aimé le film, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont plu ou quoi que ce soit, et en fait So Long My Son c'est un film de 3 heures, donc c'est vrai que c'est un film qui peut rebuter, un drame de 3 heures en plus, un drame chinois de 3 heures, on va en rajouter une couche. Bref, le film est très très bon, c'est une histoire très touchante dans l'époque où il y avait la loi de l'enfant unique, et du coup c'est très très touchant, on a toute une relation entre différents personnages qui nous touchent en plein cœur, avec des voyages, des ellipses temporelles un peu dans un sens et dans l'autre qui de temps en temps m'ont un peu perdu. C'est peut-être pour ça qu'il faut que je le voie une deuxième fois, ça pourrait être très intéressant de le revoir. Donc moi je vous le conseille, mais soyez prévenus que c'est une œuvre dense qui montre énormément de choses, avec des personnages attachants, avec des acteurs incroyables, mais voilà, soyez prévenus, c'est un film où il faut se poser bien correctement. Les 3 heures je les ai pas spécialement senties passer, mais elles sont présentes, donc faites attention, c'est un film bien, mais c'est un film lourd. Ensuite j'ai vu un film que j'attendais depuis super longtemps, et je suis un peu déçu, parce que... Enfin super longtemps, non, je l'attendais en tout cas, c'est Face à la nuit. J'y suis allé avec un ami, et on est sorti en se disant... En fait, j'attendais vraiment beaucoup de choses de Face à la nuit, peut-être, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un film qui m'emporte dans un univers assez étrange, assez intriguant. Et en fait, la narration déjà nous marche en arrière, c'est-à-dire qu'on commence avec le personnage vieux, on le voit ensuite jeune adulte, et après on le voit enfant. Et il y a des choses qui marchent dans ce film, il y a des choses qui marchent, il y a des choses très très bien, il y a des choses moins bien, et c'est bien le problème, c'est que c'est un film avec des bonnes choses et des choses très moyennes, donc au final le film je ne peux pas lui mettre une note meilleure que ça. C'est un film qui cinématographiquement est très intéressant, a des beaux effets visuels, a des idées de mise en scène assez cool, mais qui malheureusement n'arrive pas à me transcender, n'arrive pas à m'emporter complètement. La première partie du film pour moi est réussie, mais a ce problème de montrer des choses qui ne servent pas à grand chose. La deuxième nous montre un personnage qui parle français qui est relativement, je dirais pas cliché, mais qui en tout cas on sent que c'est pas un français qui a écrit les dialogues. Encore une fois, j'en reparlerai pour une autre fois, mais je trouve que quand un réalisateur étranger fait des dialogues au français, ça sonne pas vrai, ça sonne pas... Il y a un surjeu quelque part. Et pour moi, la meilleure partie du film, en tout cas celle qui pour moi ne fait rien d'inutile, c'est vraiment la troisième partie du film quand il est enfant. Et du coup, je considère que vraiment cette partie du film est cool parce que il y a le fil rouge du destin qui les réunit et on va voir pourquoi au final cet enfant a la vie qu'on a vue avant. Donc en fait, le film est très intéressant, mais malheureusement pas facile d'accès et je pense qu'on peut l'apprécier au deuxième visionnage, parce que c'est un film qui, du coup, comme il nous montre des choses en rapport avec le début, voilà, on est un peu perdu. Donc bref, Face à la nuit, je le conseille pas vraiment à tout le monde, je le conseille vraiment aux gens très très curieux de cinéma, mais soyez prévenus que c'est pas une œuvre accessible, c'est une œuvre même un peu lente, donc faites attention aussi, même si c'est pas très long comme film.
Ensuite j'ai vu Dragon 3, et je vais y aller très vite parce que juste, c'est trop bien, allez le voir. Dragon 2 c'était beaucoup mieux, mais Dragon 3 c'est très très bien. Donc vraiment, je dirais pas grand chose à part que je trouve le film réussi, je trouve le méchant réussi, je trouve l'évolution des personnages réussi, je trouve la fin réussie, je trouve l'univers génial. Bref, allez voir Dragon 3, c'est très bien, voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Allez le voir, point. Ensuite j'ai vu Seven Sisters, quand il était sorti il y a quelques années, j'avais vraiment envie de le voir, du coup je l'ai vu. Et le film est très cool, mais je pense qu'il aurait mérité être une série plutôt qu'un film, parce qu'on sent que les choses s'enchaînent très très vite et que du coup on n'a pas le temps d'expliquer ce qui se passe vraiment dans ce film. Donc c'est assez dommage, mais je considère le film assez sympathique, je lui ai mis une note bien, relativement bien. J'ai passé un très bon moment devant, j'ai trouvé les retournements scénaristiques intéressants, même si un peu prévisibles pour certains. J'ai trouvé que les personnages étaient attachants, j'ai réussi à reconnaître qui était tel personnage et tel personnage, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je les ai reconnus, et ça, déjà pour moi c'est très fort, parce que c'était un peu casse-gueule de faire ça honnêtement. Donc moi je le conseille ce film, je trouve que c'est un film assez cool, mais qui malheureusement est un peu expéditif. Il aurait fallu que ce film soit une série, pour moi, en tout cas enfin, pour moi. Et là on arrive à mon film coup de cœur je pense de cette sélection, enfin il y en a encore plein de toute façon, donc vous verrez bien, mais c'est Ne coupez pas. Oh là là, Ne coupez pas, attends je vous fais le pitch. Vous allez voir à quel point vous n'allez pas envie d'aller le voir, je pense, hein, vraiment. Sur le tournage d'un film de zombies, des vrais zombies débarquent. Donc voilà, plus cliché que ça, tu meurs, et en plus de ça, la première partie du film nous met dans un film amateur un peu étrange, un peu bizarre, et on se demande, mais le film, tu te fous de ma gueule, on est d'accord, enfin j'espère que tu te fous de ma gueule. Et le film est tellement bon, le film est tellement drôle, le film est tellement un amour il y a des gens ils disent amour du cinéma, moi je dirais plutôt un amour de vous avez tenté de faire des films quand vous étiez gosse, et ben vous allez vous reconnaître dans ce film là. C'est un film qui, quand vous le voyez au début, vous êtes là comme ça, et là vous dites c'est quoi ça, et puis plus le film avance, plus le sourire se dessine sur votre visage, et ça c'est vraiment un film qui pour moi réussit à faire ce qu'il veut, à savoir vous faire rire, vous emporter dans une histoire qui vous attache, ces personnages qui vous attachent aussi, et vraiment c'est un film qui fonctionne de ouf, c'est un film où je voyais des commentaires dithyrambiques sur son sujet en disant oh là là c'est incroyable, c'est trop drôle, c'est un amour du cinéma, et c'est putain de vrai, c'est génial, c'est juste un film qui vous emporte énormément. Je peux tellement rien en dire et c'est dommage parce que c'est justement sa surprise au film qui le rend si fort. Moi je peux vous dire qu'une seule chose, c'est aller le voir. Vraiment, ce film est sorti la même semaine qu'Avengers Endgame. Il est sorti littéralement dans 2 salles. Endgame est sorti dans quasiment toutes les salles de France. Et il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Faites en sorte que ce film gagne un peu plus de mérite. Achetez-le en DVD, achetez-le quelque part, louez-le, je ne sais pas, mais voyez ce film. Il faut vraiment voir ce film, c'est bien plus important que n'importe quel Marvel. Donc voilà, je peux pas en dire plus, malheureusement, parce que ce film a une manière de faire sa narration qui, du coup, donne tout son sens au début. Enfin, j'expliquerai pas de toute façon, mais voyez ce film, vous me remercierez. Ensuite j'ai vu Le Chant du Loup, ça fait plaisir de voir un film français comme ça qui tente des choses, merci beaucoup de faire des films comme ça en France de temps en temps, parce que je commençais à perdre espoir, et là je suis content, je suis très très content du film que j'ai vu, je vais en parler très vite fait, parce que c'est un film où des gens en ont parlé bien mieux que moi, je trouve les acteurs incroyables, je trouve que c'est pas cliché, je trouve que l'histoire emporte, même si elle a quelques longueurs de temps en temps, notamment sur Terre, vraiment. Pour moi, le film est réussi, le film au niveau sonore est intéressant, mais surtout a une histoire qui accroche. Et une histoire réaliste, donc au final, c'est quand même assez cool, une histoire qui peut peut-être arriver. Et donc, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est soutenez ce cinéma français, montrez que le cinéma français, ça peut être autre chose que des comédies et autre chose
que du Christian Clavier. Ensuite j'ai vu Stray, alors c'est un film que personne ne connaît mais que j'ai vu pour une simple raison que Miyavi est dans ce film. J'aime beaucoup Miyavi, je trouve que c'est un artiste qui se renouvelle à chacun de ses albums et je trouve que c'est assez intéressant. Et sa carrière d'acteur m'intéresse aussi parce qu'il avait fait Invincible, Unbroken en anglais, qui était vraiment super cool, avec réalisé par Angelina Jolie. Et franchement, dans ce film Unbroken, il était incroyable. Je trouvais qu'il avait fait un taf incroyable. Il était flippant, il prenait tout son sens au niveau de son personnage. Du coup, je voulais regarder absolument tous les films qu'il faisait, et notamment, il a fait Stray. Et Stray, c'est pas un film de cinéma, je pense que c'est plutôt un téléfilm, je suis un peu désolé, mais l'histoire c'est une histoire policière mêlée à des pouvoirs surnaturels un peu étranges. Je trouve que le film est pas très intéressant, je trouve que visuellement au niveau des effets spéciaux c'est pas génial. Donc bref, je vous conseille pas spécialement de le voir, même si Miyavi fait son taf au niveau acting. C'est pas un film très intéressant, c'est un film policier banal, avec une petite touche de fantastique qui marche pas vraiment. Donc non, je vous conseille pas spécialement. En plus le film se trouve difficilement parce que il est pas sorti chez nous. Donc voilà, vous emmerdez pas à le chercher, c'est pas génial. Ensuite j'ai vu le dernier Zemeckis, Bienvenue à Marwen. C'était très cool, mais c'était pas génial. En fait il y a la transition qu'il y a entre le personnage principal et l'univers animation etc. est très cool. Malheureusement c'est pas très joli déjà, c'est pas très joli, c'est assez dommage. L'histoire n'est pas très touchante, on dirait que c'est une histoire qu'on a déjà vue, c'est assez dommage ça aussi. Et du coup à part la performance d'acteur du personnage principal, je me souviens plus de son nom, mais c'est un acteur qui bondit de plus en plus et qui peut tout jouer, vraiment, qui peut vraiment tout jouer. Et bien, à part ça, je n'ai pas grand chose à retenir du film. Du coup, je lui ai mis une note assez moyenne. C'est assez dommage, je trouve. C'est un Zemeckis qui, je pense, ne restera pas. Parce que pour moi, il n'a pas transcendé comme dans un The Walk ou comme dans d'autres films qu'il a pu faire, vraiment, Zemeckis. Ensuite, j'ai vu un film non accessible, dans le sens que il est tout aussi accessible que Face à la nuit, à savoir Les Étendues imaginaires. C'est un film chiant, c'est un film... si je commence comme ça d'entrée, ça va pas le faire. Alors non, c'est pas un film chiant, c'est un film qui malheureusement n'est pas accessible. C'est un film qui nous place des personnages auxquels il veut qu'on s'attache, mais où on s'attache pas forcément, où en gros deux personnages vont être liés par les rêves, liés par quelque chose, et où ils vont essayer de se retrouver, notamment un policier et un ouvrier. Et à côté de ça, on a un personnage qui aide l'ouvrier, qui lui s'en est sorti, mais l'ouvrier pas vraiment, et du coup il va y avoir beaucoup de choses assez étranges qui s'y passent, mais c'est un film quand même très auteur, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des scènes parfois on dirait que c'est juste pour faire kiffer l'auteur, et pas forcément pour nous parler nous spectateurs, et c'est assez... dommage parce que le film pouvait être très intéressant, il a une photo très intéressante, il a des personnages qui auraient pu évoluer de manière vraiment très cool. On a tout un truc dans le cybercafé qui est assez intriguant, qui est assez cool. Donc vraiment, ce film, je vais pas le conseiller, mais malheureusement, c'est aussi parce que le film est, pour moi, pas accessible et pour moi, beaucoup trop élitiste, j'ai presque envie de dire. Donc vraiment, je ne le conseille pas des masses, je trouve que c'est un film, voilà, qui m'a pas touché en tout cas. Ensuite j'ai vu Ralph 2.0, alors quoi dire sur ce film à part que c'est aussi sympa que le premier, mais ça va pas toujours plus loin que le premier, c'est-à-dire que Ralph, Ralph c'est pas pour moi un Pixar exceptionnel, c'est un Pixar qui est sympathique, qui est sympathique, voilà, il nous emporte pas hyper loin, donc c'est pour ça que Ralph, je ne le mets pas vraiment haut dans mon cœur. C'est très fanservice, hein, c'est très cool à ce niveau-là, on est là à plein de moments, oh c'est trop bien, il y a ça, oh c'est trop bien, il y a ça, mais à part ça, le film nous emmène dans une histoire assez banale, et puis cette fin, il y a cette fin qui est un peu glorieuse, moi je trouve, qui est assez cool.
cool. Mais à part ça, Ralph 2.0 pour moi, c'est tout aussi sympathique que le premier, avec très peu de moments de gloire, avec un personnage principal, Ralph, qui pour moi n'est pas très intéressant, malheureusement. Je vais le dire là, mais en même temps, je trouve que c'est pas un personnage exceptionnel, donc c'est assez dommage. Mais malgré tout, il reste sympathique à regarder, donc voyez-le à la limite. Mais voilà, je suis pas un grand fan de Ralph parce que je trouve que c'est un personnage qui n'est pas ultra attachant, parce que pour moi, il est un peu bon, j'allais dire un peu bête, mais en même temps c'est un peu ce que le film veut nous montrer, c'est un personnage qui est un peu paumé, Ralph, c'est un peu normal. Bon, vous voyez, je vais un peu plus vite là dans les films que j'ai parlé juste avant. Là, on va parler du Dain de Quentin Dupieux. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai aimé le film. Vraiment, j'ai aimé le film, j'ai trouvé ça très drôle. Quentin Dupieux, j'avais pas vraiment vu de film à lui, sauf quand j'étais relativement jeune, et du coup, j'avais pas spécialement compris, donc au final, il faudra que je les revoie. Vous savez, c'est comme quand on dit « Ah, j'ai vu Seigneur des Anneaux, t'avais quel âge ?» J'avais 8 ans. Ouais, 8 ans, t'as pas vu. C'est juste que voilà, quand on est jeune, souvent on se souvient pas des films. Moi, il y a des films que j'ai vus étant jeune, je m'en souviens absolument pas, donc il faudrait que je les revoie. Bref, le Dain de Quentin Dupieux, moi j'ai trouvé que c'était pas forcément accessible. Je sais qu'il y a des gens qui n'adhéreront absolument pas à ça, mais je sais qu'il y a plein de gens qui seraient absolument friands de ça, parce que putain, il y a des moments, c'est quand même bien barré, et c'est ça qui est cool, quoi. Jean Dujardin est exceptionnel, Adèle Haenel est exceptionnelle, l'histoire qu'il y a autour est hilarante, tellement elle est idiote et complètement incohérente et débile. Enfin non, elle est pas incohérente, c'est ça qui est fou en fait, c'est que c'est même pas de l'incohérence, c'est juste burlesque. Voilà, c'est du burlesque. C'est complètement foufou. Et c'est ça qui nous emporte. Et puis par contre, vraiment, cette ambiance qui nous pose tout le long pour ensuite enchaîner vers des choses horribles que Jean Dujardin va faire, je vais pas vous le dire forcément, honnêtement, ça nous met mal, mais pas un mauvais mal, c'est un mal étrange, c'est un mal qui nous ronge un peu en disant « t'as vu, t'es en train de rire, ce qui est en train de se passer là, c'est pas bien, c'est pas bien, Bref, le Dain de Quentin Dupieux, je vous le conseille parce que moi, j'ai trouvé que c'était très drôle. Mais je vous le dis, si vous n'aimez pas l'humour noir ou l'humour absurde, vous n'aimerez pas, parce que c'est un film assez barré, très très barré, vraiment. Donc, voyez-le, mais soyez prévenus. Ensuite, j'ai vu Douleur et gloire avec Antonio Banderas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai jamais vu de film de Pedro Almodóvar. Et oui, je suis un cinéphile qui s'est forgé sa cinéphilie autour d'autres films, notamment beaucoup de films coréens, vous le savez. Et du coup, je n'ai pas vu ce film-là, enfin ces films à lui, notamment La Piel qui habito, etc. Mais il faudra que je les voie, ne vous inquiétez pas, je le ferai à un moment ou un autre. Douleur et gloire, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était très bien, que c'était pas ma tasse de thé, mais malgré tout, je trouve que c'est un très bon film. C'est un film qui est très humain, très proche de ses personnages, où on s'accroche beaucoup, mais là où je dis que ça m'a pas accroché, c'est juste que c'est pas le genre d'histoire qui m'emporte énormément, même si il y a quand même ces moments de gloire. La scène de la pièce de théâtre, enfin la pièce jouée par l'ami du personnage principal, est pour moi incroyable. C'est pas forcément qu'elle est bien faite ou quoi que ce soit, mais c'est juste elle fonctionne, elle nous emporte, le jeu des acteurs nous emporte. Et c'est ce que je disais par rapport à l'espagnol. Je sais que j'avais dit ça de Coco il y a l'année dernière, c'était l'année dernière que j'avais dit ça. J'avais dit ouais, mais parfois il parle espagnol et moi j'ai du mal avec les langues latines. Et ce film m'a réconforté un petit peu avec les langues latines, et c'est assez cool parce que sincèrement moi j'avais du mal avec ça. Donc voilà, moi Douleur et gloire, je vous le conseille. C'est un film beau, c'est un film touchant. Mais c'est, je pense, un film qui va pas spécialement me rester. C'est un film que j'ai apprécié voir, mais que je vais pas spécialement revoir parce que voilà, pour moi, je préfère être dans des films qui me tiennent en haleine ou des choses comme ça. J'aime bien les films qui me transmettent des émotions fortes. À part la scène de la pièce de théâtre, j'ai pas été spécialement emporté. Voilà, mais c'était très bien.
Ensuite, j'ai vu l'Oscar du meilleur film de cette année, à savoir Green Book. Ah, vous savez, les films au Oscar, c'est toujours des films un petit peu compliqués à parler parce que c'est souvent des films qui sont très carrés dans leur truc. Il y avait que La Forme de l'eau qui sortait du lot, et ça fait vraiment plaisir, sortait du lot, La Forme de l'eau, haha lol. Mais Green Book est un film qui re-rentre dans la case film à Oscar, c'est-à-dire que c'est un film très politique, qui parle d'un sujet fort, politique, etc. La période où les Noirs n'étaient pas du tout acceptés, même si c'est encore pas le cas aux États-Unis, hein, mais bref, ça on va pas rentrer dans le débat. C'est un film qui est très bien. Je vais pas non plus dire oh là là, c'est pas bien parce qu'on va l'oublier, mais par contre, il y a un truc qu'il faut se dire vraiment, c'est le problème de beaucoup de films à Oscar, c'est on le voit, on fait ah là là, putain, c'était vachement bien. Et 2 ans après, bah on l'a oublié parce que c'était pas un film très mémorable. C'est un film très verbal, très verbeux, je sais plus comment on dit, mais il y a un terme pour ça, mais c'est un film qui parle, et qui ne fait passer ses scènes que par le dialogue. Et c'est un peu ce qui me gêne aussi, c'est que moi j'aime bien les films qui te transmettent des trucs avec des images, qui te transmettent des choses avec des acteurs qui te regardent comme ça, et où tu comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui va se passer. On parlera de ça dans un film suivant, vous inquiétez pas. Mais là voilà, c'est un film qui est très cool, mais qui ne fonctionne que parce qu'il y a énormément de dialogues, de très bons dialogues, et c'est bien le problème pour moi de ce film, c'est que c'est un film qui ne marche pas, qui ne marche quasiment que sur ça. Donc pour moi c'est presque, j'exagère énormément, mais c'est presque comme un livre qu'on aurait transposé. Je crois d'ailleurs que c'est une adaptation, hein, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais c'est pour moi un livre qu'on a transposé, où le cinéma n'apporte pas spécialement grand chose à part animer ses personnages. Donc ce film je le conseille quand même, parce que c'est un film qui est bon, comme Le Discours d'un roi, comme 12 Years a Slave, d'ailleurs c'est chiant à dire, mais c'est un film que malheureusement vous oublierez, et il y a des gens ils vont me dire mais non, moi je m'en souviens, et dans 2 ans ils me diront mais non, moi je m'en souviens, juste pour m'emmerder. Mais c'est le cas. 12 Years a Slave, oui, il a fait son bruit à l'époque. Spotlight, il a fait son bruit en 2015. Mais Spotlight, qui s'en fout de Spotlight maintenant? Qui s'en fout, vraiment? Et c'est malheureusement le problème de plein de films comme ça. C'est pour ça que j'avais peur que l'année dernière, l'Oscar du meilleur film soit à Three Billboards. C'était très bien, Three Billboards, mais... La Forme de l'eau restera beaucoup plus que Three Billboards, et ça fait du bien de voir La Forme de l'eau gagner pour une fois. Donc, voyez Green Book, vous allez passer un très bon moment, et voilà, vous allez tracer un très bon moment. Et ça c'est très bien déjà. Alors ensuite j'ai vu un Kurosawa, enfin vous vous disiez peut-être, mais où ils sont les Kurosawa? Eh ben ils sont là, notamment avec Les Bas-fonds. Les Bas-fonds c'est un film de Kurosawa un peu mineur je trouve, qui est très cool, qui malheureusement retourne à un truc un peu plus théâtre filmé, j'exagère un peu en disant ça, même si c'est un peu vrai pour beaucoup du film, mais c'est une histoire qui nous attache à plein de personnages qui vivent dans un même lieu, et on va voir comment dans un même lieu il peut se passer énormément de problèmes. On voit cette thématique notamment dans beaucoup de films ou de séries autour de zombies, puisque c'est plein de personnages qui ne s'apprécient pas forcément, mais ils vont devoir cohabiter, et du coup il va se passer énormément de choses, notamment je vous laisse imaginer qu'avec les filles, il y aura des couples et des séparations, etc. Et du coup ça va créer la discorde tout autour de ça. Et du coup, c'est un film qui je trouve est très intéressant dans sa mise en scène, très intéressant dans ses personnages, dans ce qu'il raconte, mais c'est un film assez mineur parce qu'il nous emporte pas dans une grande fresque que peut le faire Château de l'Araignée, que peut le faire Les 7 Samouraïs, ou que peut faire aussi Vivre, mais malgré tout ça reste un film très cool, donc je vous le conseille, mais sachez que c'est pas la grande œuvre de Kurosawa, c'est une œuvre juste sympathique, intéressante. Là on arrive à mon autre coup de cœur de ces films-là, il y en a 3 dans le lot, hein, mais c'est le gangster, le flic et l'assassin. Et là je vous vois tout de suite dire oh là là, ces coups de cœur c'est forcément des films japonais ou des films chinois ou des films coréens. Bah écoutez, si c'est eux qui font les bons films, moi j'y peux rien. Non je déconne évidemment, vous verrez très bien qu'il y a un film en l'occurrence que j'ai mis relativement haut parce que il était très bon aussi, mais qui n'est pas du tout coréen, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Le gangster, le flic et l'assassin, c'est un film juste
vous le voyez sur toutes les affiches de partout, tous les gens qui en parlent disent « c'est un polar jouissif ». Et c'est tellement vrai, c'est tellement bon de voir des films comme ça, d'une simplicité incroyable, mais qui sont tellement bons. Je suis désolé de dire ça, mais c'est tellement bon ce film. Il y a des moments où je me disais « Oh, c'est tellement bien ça, oh, c'est tellement bien ». Pourquoi ? Parce que ça se tatane dans tous les sens. Tu sens les tatanes, tu sens les coups dans la gueule comme ça, tu sens qu'il y a des chorégraphies de combat où tu ne sens pas la chorégraphie, mais où tu sens des bons coups et où tu sens l'énergie et la tension qui règne autour de toute cette histoire, à savoir le flic cherche un tueur en série, le tueur en série va malheureusement agresser sans faire exprès le gangster d'une grande mafia japonaise. Du coup le gangster va se retrouver à s'aider avec le flic, et du coup qui va le choper en premier, le gangster ou le flic, parce que le gangster veut lui péter la gueule mais le flic veut l'emmener en prison, forcément. Et ce film nous emporte dans des scènes avec une tension incroyablement tarée, avec une course-poursuite parfois à un moment qui est incroyable, avec une évolution des personnages et de la trame narrative qui est juste énorme, qui est juste incroyable. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus à part que ce film est juste jouissif. Parfois, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça, parce que là, pour moi, c'est la simplicité qui rend le film excellent. C'est un peu la même chose que pour The Guilty. The Guilty, c'était une histoire simple, avec une réa pas simple forcément, mais qui nous emportait extrêmement beaucoup, et c'est le cas aussi de ce film. Donc vraiment, ce film, j'en parle pas plus, parce que franchement, je ne peux juste vous dire, allez le voir. Parce que ce film est trop bien. Ce film est génial. Allez le voir. Pour ceux qui se demandent, je sais pas que je me suis empêché de crier, c'est juste, j'ai la gorge qui commence à me faire mal. Je vais aller boire un verre d'eau. Voilà, je suis de retour. On va pouvoir revenir au film suivant. J'ai vu un film à la télévision. Oui, c'est un peu étrange dit comme ça, mais finalement, du coup, j'ai vu un film à la télévision, bah c'est arrivé comme ça d'un coup. J'ai vu Edge of Tomorrow. Et oui, je l'avais toujours pas vu, et bah c'était cool, c'était pas forcément, je trouve, grandiloquent, mais ça m'a emporté. Bon, après, c'était chiant, il y avait quand même 3 coupures pub, hein, je vous laisse imaginer. Je pense que je vais le revoir, je vais peut-être le remettre à la hausse, mais ce qui est sûr, c'est que le film est cool. Le film marche dans son truc, j'ai pas lu le manga qui concerne ce film, mais j'ai trouvé le film très intéressant, avec une trame narrative assez cool, malheureusement avec des personnages qui du coup, comme c'est Tom Cruise, etc., bah malheureusement, quand on a des acteurs comme ça qui sont trop connus, et ben on perd un peu d'authenticité des personnages. Je sais pas si ça vous le fait aussi, hein. Ça marche pour certains films, mais moins pour d'autres. On verra ça avec un autre film dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je trouve le film très bien, mais malheureusement, je trouve que voilà, au niveau de l'acting, bah, j'ai trouvé que c'était un film un peu banal. Pas banal dans le mauvais sens, mais un peu banal, enfin, parce qu'au contraire, on passe un très bon moment. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était un film exceptionnel. J'ai trouvé que c'était un bon film, dans lequel on est bien diverti. Et ça, pour moi, ça s'appelle un bon divertissement. Et du coup, voyez-le, ça vaut le coup, c'est très cool. Ensuite, j'ai vu Toy Story 4, enfin. Oh punaise, si vous saviez, j'ai failli louper la dernière séance de Toy Story 4. En fait, il y a des moments comme ça, je laisse tarder la venue au cinéma, et du coup, j'y vais pas, et du coup, bah, je loupe le film. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas loupé. Toy Story 4, c'est très bien. J'irai très vite, parce que Toy Story 4, pour moi, c'est Toy Story 3 en moins bien. Mais malgré tout, c'est quand même très cool, Toy Story 4. C'est un film qui conclut bien, qui malheureusement, enfin qui, comme d'habitude Pixar, je sais pas comment vous faites, mais l'alarme a coulé, vous m'avez eu, bande d'enfoirés, et pourtant j'étais là en mode, mais c'est là que tu veux me faire pleurer? Non, et putain, c'est arrivé malheureusement. Ce film est bon, ce film est une bonne bouffée d'air frais. Toy Story, c'est une série de films qui fonctionne encore, et qui, je trouve, se conclut bien avec ce 4e volet. Donc je considère que oui, bah, ça atteint pas la maestria du 3e, mais en même temps le 3 était excellent, mais vraiment excellent. Donc au final, est-ce que c'était facile de faire aussi bien? Non, pas forcément. Là, je dirais qu'on est au niveau des 2 premiers, à savoir des très bons films aussi. Donc au final, voyez-le, ça reste un Toy Story, ça reste des Pixar vraiment très cool.
allez-y. Bon, ensuite, dans la prédiction de voir John Wick 3, j'ai vu du coup John Wick 1 et John Wick 2. Je parle d'eux en même temps parce que c'est un peu des films qui ont pas une trame narrative très importante, en tout cas à parler. Le film est essentiellement un film d'action défouloir qui marche, qui fonctionne, qui est très jouissif par moment, mais qui est peut-être un peu trop américanisé et chorégraphié, ce qui fait que du coup, ça marche peut-être moins bien, je trouve, qu'un Le Flic, le Gangster et l'Assassin ou un Villainess, par exemple, The Villainess, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Mais pour autant, c'est un film qui fonctionne, c'est un film qui nous accroche avec un Keanu Reeves qui fait peur, qui fait très très peur. La première fois qu'il ouvre son coffre avec son marteau, c'est le moment où tu te dis « Ouh, ça va chier, ouh, ça va chier ». Donc pour moi, ces films, ce sont deux films qui sont cool, qui sont des bons défouloirs assez cool, mais qui ne vont pas très loin. Donc c'est pour ça que je leur ai mis des notes comme ça, c'est juste des films bons, tu vois, c'est des films que tu vas regarder. Là, tu vois, ça c'est le genre de film où oui, tu poses ton cerveau. Mais pour autant, c'est pas un film débile, c'est un film qui juste se base sur quelque chose d'extrêmement simple. Ça n'a rien à voir avec de la débilité. Donc voilà, deux films très cool, mais j'ai pas grand chose à en dire de plus. On arrive avec deux derniers films, notamment le prix du scénario du Festival de Cannes avec Portrait de la jeune fille en feu. Et je voyais beaucoup de critiques dire je comprends pas pourquoi il part avec ce prix-là, il aurait pu partir avec d'autres. Je suis assez d'accord. Je trouve que le film est un peu trop français. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en disant ça, mais dans le sens que c'est un drame peut-être un peu cliché parfois. C'est un récit qui est intéressant pour pas mal d'aspects, qui a une photographie assez cool, mais c'est le genre de film, c'est le genre de drame français, même de film d'auteur, que je trouve parfois qui se perd dans une lenteur qui n'est pas forcément importante. J'aime beaucoup de films lents, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste qu'il y a des moments, on voit le personnage marcher et atteindre sa chambre, et on le voit faire tout le chemin. Tout le chemin. Il y a un long chemin à faire. Et c'est ce moment-là où je me dis, ouais, mais là tu aurais pu cutter, t'aurais pu largement cutter. C'est tout bête, mais c'est des trucs parfois où je trouve que c'est de la lenteur pour mettre de la lenteur, et c'est pas forcément de la lenteur qui te met dans une ambiance. Parce que le film n'a pas forcément besoin de mettre dans une ambiance. Il y a plein d'autres scènes avec Adèle Haenel qui marchent très bien et qui sont pas forcément ultra lentes ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui tient son propos extrêmement bien, c'est un film avec des personnages attachants, nous montre des personnages qui se perdent un peu en eux-mêmes, qui, entre guillemets, qui se cherchent et qui malheureusement ne peuvent pas se trouver. Et c'est... ceux qui ont vu le film comprennent, évidemment, mais c'est des personnages qui sont attachants parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, la fin du film marche bien parce qu'on est en train de se dire, cette époque-là, elle était mine de rien assez dure avec ça. Même actuellement, notre époque est encore un peu dure avec ça. Mais c'est un film qui fonctionne, ce principe du portrait de la jeune fille en feu qui nous montre tout au début du film et qu'après on comprend tout ce qui se passe avec la musique autour du feu de camp, etc. C'est un film qui fonctionne parce que toute l'histoire autour nous accorde bien avec ce qu'on a vu tout au début du film ou ce genre de choses. Enfin bref, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir, notamment pour faire le parallèle avec Les Enfants de la Mer, encore une fois, qui te montre un truc à la fin qui n'a absolument rien à voir avec le début et qui du coup ne se corrèle pas. Je vais pas repartir sur Les Enfants de la Mer, je ne vais pas repartir dessus. Donc, Portrait de la jeune fille en feu, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai pas réussi à être ultra accroché par le film, c'est un film pareil que je vais un peu oublier, un peu comme Douleur et Gloire, mais c'est un film qui malgré tout fonctionne et on aimerait voir plus de films français, ou en tout cas de drames français réussis comme celui-là. Donc allez-y, c'est cool, mais si vous n'êtes pas très film, drame, etc., peut-être que vous accrocherez pas. Mais par contre, les autres, allez-y, c'est cool. Bon, si je vous dis qu'on a fait 28 films, ça veut dire qu'il en reste un. Et vous vous dites, putain, mais de tout l'été, il a vu plein de films, etc., mais il a pas vu ça. Mais si, bien sûr que j'ai vu ça. J'ai vu Once Upon a Time in Hollywood.
Et c'est le dernier film que j'ai vu, et je l'ai vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai vu tard, j'ai attendu vraiment qu'il n'y ait plus personne qui aille le voir, et finalement il y avait encore plein de monde dans la salle où je suis allé, donc bon, c'était sûrement parce que c'était la dernière séance. Bon, vu que c'est le dernier film, je vais en parler un peu plus longtemps, et surtout parce que je l'ai beaucoup apprécié, mais je vais en parler un peu plus longtemps pour déjà poser un truc de base. Quentin Tarantino, c'est un réalisateur que j'ai pas énormément apprécié dans les films que j'ai vus de lui. J'ai vu que 2 films de lui, je vais pas non plus dire que je l'aime pas généralement. J'ai vu Pulp Fiction et j'ai vu Inglourious Basterds. En fait, Tarantino, notamment avec Pulp Fiction, c'est un réalisateur que j'aime pas trop pour un point. C'est juste que je trouve que parfois, il nous emmène dans des histoires qui ne m'intéressent pas, avec des personnages qui ne m'intéressent pas. Et c'est le problème pour moi de Pulp Fiction, c'est que c'est des personnages qui je trouve sont pas intéressants, et où l'histoire principale en soi n'est pas intéressante. Il y a des gens qui caricaturent Pulp Fiction sous un certain angle qui moi me convient et que je trouve est vrai. C'est il a fait le film en entier et il s'est rendu compte que l'histoire elle était un peu chiante. Donc au final il a inversé les scènes et du coup c'était bien. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec ça, je trouve que l'histoire n'est pas très intéressante si on la met dans son sens normal. Donc c'est assez dommage, je trouve. Pulp Fiction pour moi n'est pas un film exceptionnel. Il y a quelques scènes de gloire, il y a quelques scènes un peu jouissives, mais à part ça, c'est pas un film qui me transcende. Et là, vous avez vu que je parle de moi à la première personne. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis pas en train de dire le film est mauvais. Je suis en train de dire, le film, je l'ai pas apprécié. Contrairement aux Enfants de la mer, enfin bref. Et pour Inglourious Basterds, j'avais trouvé que c'était un peu plus intéressant parce que on avait, cette trame narrative qui était un peu mieux menée, avec des personnages qui étaient tout aussi loufoques que Pulp Fiction, mais qui avaient un peu plus de consistance, je trouve, à mon goût. Et du coup, pour moi, il m'avait emporté de bout en bout, Inglourious Basterds, et ça c'est vraiment cool parce que, vraiment, après Pulp Fiction, j'étais là en mode, Tarantino, il a une manière de faire un peu particulière. Et c'est vrai que par contre, ça, c'est un truc que je trouve très bien avec Tarantino, c'est que c'est du Tarantino. Quand tu vois un film de Tarantino, tu peux le remarquer parce qu'il y a une manière de faire très à lui, et ça c'est cool. J'ai hâte de voir Django notamment, que je n'ai pas vu, mais je pense qu'il va vraiment me plaire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Once Upon a Time in Hollywood ? Oh, j'ai vraiment aimé quoi. Sérieusement, après toutes les critiques que j'entendais de partout en disant que le film divisait un peu, honnêtement, après la fin du film, j'ai pas compris pourquoi il divisait en fait. Peut-être que j'ai pas vu assez de films de Tarantino, je sais pas, mais il y a des gens qui disaient c'est pas un film de Tarantino. En fait, après avoir vu Pulp Fiction et Inglourious Basterds, je me disais mais pourtant si, je trouve que c'est très Tarantino quand même comme film. C'est pas parce que c'est moins foufou ou quoi que ce soit que c'est pas Tarantino. Il y a une manière de faire, un acting, une gestion de ses personnages, etc., qui est très Tarantino, une mise en scène qui est très Tarantino, et pas seulement dans sa dernière partie du film. Je vais pas spoiler, forcément, parce qu'il y a des gens qui disent que la dernière partie du film est la seule qui est très Tarantino. Putain, je suis tellement pas d'accord. Et là où on me disait Tarantino c'est génial, sens des dialogues, machin, etc., et là où je dis justement de Green Book que c'est trop verbeux, etc., je trouve que Tarantino, en fait, c'est quelqu'un qui à la fois fait de très bons dialogues, mais qui a aussi une mise en scène assez cool, assez entraînante, qui fonctionne, etc. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est efficace dans ce qu'il fait. Green Book, pour moi, n'a que ses dialogues. Tarantino, dans certaines scènes, il n'a pas besoin de parler. Et ça se ressent notamment... toute la scène où il va vers la cabane, où il va vers la chambre du vieux, tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Il est mort ? Il est pas mort ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas, dis-moi ce qui se passe. Et je dirais pas ce qui se passe, mais cette scène où on est là en mode qu'est-ce qui se passe ? Je fais quoi maintenant ? Donc voilà, toutes les scènes comme ça qui m'ont transcendé dans ce film et qui m'ont vraiment enjoué. Et ces personnages sont tellement attachants. DiCaprio est incroyable, Brad Pitt est incroyable. DiCaprio est en lice pour le meilleur acteur en Oscar. J'espère ou pas que ce sera le cas parce qu'il a déjà un Oscar. Mais je trouve qu'il le mériterait parce que sincèrement, DiCaprio dans ce film, il joue... très très bien son rôle, je trouve. Il joue quelqu'un qui n'arrive pas à jouer et du coup s'énerve de ne pas arriver à jouer, et du coup c'est très drôle, ça fait vraiment l'acteur dans l'acteur, et ça marche vraiment du feu de Dieu.
Brad Pitt est peut-être plus uniforme, c'est peut-être pour ça que je pense que lui, même s'il est à la course aux Oscars, il l'aura pas forcément parce qu'il est un peu trop uniforme, il est un peu trop dans son truc. Mais pour autant, voilà, les personnages sont incroyables. Margot Robbie joue un personnage aussi très attachant, très humain. Il y a des gens qui vont dire elle sert à rien, mais évidemment pour ceux qui connaissent l'histoire de Sharon Tate ça marche. Moi je connaissais pas l'histoire de Sharon Tate avant et je comprends les gens qui disent ah mais en connaissant l'histoire de Sharon Tate avant de voir le film, bah c'est plus puissant. Et je comprends pourquoi après avoir vu le film. Pour autant j'ai quand même été bien cool, mais je pense que ça aurait été encore plus fort peut-être en connaissant l'histoire de Sharon Tate, effectivement. On a une gestion incroyable des cadres, on a une gestion incroyable de la mise en scène avec la petite fille notamment. Je trouve cette scène incroyable, toute la scène où il joue le mec dans le western et je trouve exceptionnelle. Toutes les scènes toutes les scènes de film dans le film sont juste trop bien, sont jouissives et sont hyper bien foutues, avec une caméra qui représente bien l'époque, avec des personnages qui représentent bien leur époque. Alors il y a des gens, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais enfin c'est pas pour dire qu'ils sont faux cul, mais c'est juste en disant oh là là, les années 69 sont bien représentées. Mais vous y étiez en 69, enfin c'est pas pour dire en gros vous êtes pas légitime, mais c'est juste où est-ce que vous voyez que en 69 c'était comme ça, etc. Bref, je ne remettrai pas en cause ça, mais je suis là à me dire oui c'est vrai qu'on se sent à l'époque. C'est vrai, on se sent à l'époque. Mais il y a un amour du cinéma tout autour de ça, il y a un amour de tout cet univers de l'époque où on se dit c'était bien, mais il y a quand même des petites choses qui n'étaient pas forcément aussi bien que ça, avec l'arrivée des hippies notamment, etc., qui ont changé la face du monde, on va dire ça comme ça. Bref, ce film, je l'ai beaucoup apprécié, je crois que mon top 10 est plus ou moins déjà fait, il y a encore des films qui arrivent à la fin d'année, mais je pense que là mon top 10 est déjà fait, mon top 1 est déjà fait, ça c'est sûr et certain, vous savez lequel c'est, mais voilà, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film qui me réconcilie encore plus avec Tarantino, et je vais le revoir, c'est sûr et certain, ce film je vais le revoir, parce que je suis sûr que j'ai loupé plein de choses, je suis sûr que sur ces 2h40 de film, il y a des choses qui m'ont échappé, et c'est certain, le film est tellement long et tellement dense, que forcément, il y a des choses qui m'ont échappé. Mais même avec cette histoire dense, ces personnages ont réussi à me toucher et ont réussi à m'accrocher à leur histoire. Donc ce film, Once Upon a Time in Hollywood, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que le film, il a quand même bien marché, ça reste un Tarantino, quoi, c'est ça que je veux dire. N'ayez pas peur des critiques qui disent que c'est pas un Tarantino. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, c'est un Tarantino qui fonctionne. C'est un Tarantino qui est génial. On a fini de parler de ces 29 films, je sais pas quelle est la durée de cette vidéo, mais ce qui est sûr c'est que chez moi, ça fait plus d'1 heure qu'on tourne. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, j'ai essayé d'aller très vite sur beaucoup de films pour juste dire voilà, j'ai vu ces films là mais j'ai pas grand chose à en dire. Mais soyez sûr que pour les prochains mois, je vais continuer, c'était juste que j'avais la grosse vidéo sur Makoto Shinkai, allez la voir encore une fois, qui me prenait beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, je ne fais pas d'autres vidéos tant que je n'ai pas fini cette vidéo. Pour moi, cette vidéo était importante. Et du coup, c'est pour ça que je vous demande sincèrement, partagez-la. Vraiment, partagez cette vidéo. Je pense que c'est mon travail le plus abouti jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je remercie le cinéma Le Club qui m'a permis de voir Once Upon a Time in Hollywood, qui m'a permis de voir So Long My Son, Face à la nuit, des films comme ça qui parfois sortent un peu dans l'ombre. Donc vraiment, merci au cinéma Le Club de Grenoble qui m'a accueilli aussi pour le tournage de Makoto Shinkai. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner en cliquant par ici. Je regarderai vos commentaires si jamais vous avez des films que vous aimeriez que je vois et que je donne mon avis dessus. N'hésitez vraiment pas à le faire, je le ferai à un moment ou à un autre. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine, donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, salut.